Bonsoir et bienvenue sur la Belle Télévision, votre télévision panafricaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce numéro spécial. Pourquoi Parce que c'est un plateau totalement féminin. Aujourd'hui, il n'y aura que des femmes pour vous parler d'histoire de femmes. Vous l'avez compris, nous prenons le prétexte de cette journée du 8 mars, célébrée par le monde entier, une journée qui consacre la femme, les droits de la femme ou la fête de la femme, en tout cas, c'est selon. Cette année, l'ONU a retenu un thème, l'heure est venue, les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. En Afrique, que célèbre-t-on au juste? Est-ce la journée de la femme ou les droits de la femme? Pour débattre de la question avec moi sur surtout l'essentiel, c'est-à-dire les droits acquis de la femme africaine depuis les indépendances jusqu'à ce jour, eh bien il y a des femmes de valeur sur le plateau, des femmes qui ont choisi de nous partager leur expérience et surtout de se prononcer sur tous ces questionnements. À ma droite, et je commence par elle, parce que ici nous avons choisi de mettre le foulard à l'honneur, nous sommes en Afrique, et l'Afrique c'est aussi le foulard. Bonsoir, présentez-vous aux téléspectateurs de la Belle Télévision. Bonsoir, je m'appelle Innocente Courant et j'enseigne les lettres. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'être parmi vous et de parler de la femme en général et la femme africaine en particulier. D'accord. Juste à côté de Madame Courant, il y a une autre dame qui a accepté notre invitation. Merci, bonsoir Madame. Bonsoir, Anne-Marie Botte. Moi, je suis à la retraite. D'accord. Et j'ai créé une structure qu'on appelle Salsa Potagère. En fait, Salsa Potagère, c'est la mise en conserve des produits agroalimentaires. Et parmi les produits que j'ai pu créer, il y a un qui s'est démarqué, c'est le caviar de Tanga. D'accord. Et on découvrira tout cela au cours de cette émission. À ma gauche, deux grandes dames, une grande dame à côté de sa petite sœur, on va le dire en ces termes. Madame Sidonie Flore-Oué, je me permets de la présenter, mais elle va le faire quand même elle-même. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci Laetitia. Merci, je suis Sidonie Flore-Oué, magistrat de formation. Je suis présentement présidente d'une plateforme associative qui s'intéresse aux questions de vulgarisation des droits des personnes vulnérables. Et comme les femmes sont considérées comme des personnes vulnérables, nous y sommes de plein pied et pour en parler à l'occasion de cette journée. Donc la plateforme associative se nomme le Salon de la Femme. Le Salon de la Femme que nous avons pu découvrir hier sur cette même antenne. Vous avez compris, grâce au Salon de la Femme, nous avons pu comprendre ce qui se passe réellement ou ce qui s'est passé réellement depuis les années 60 jusqu'à ce jour concernant les droits acquis de la femme gabonaise. Juste à côté de Madame Sidonie Flore-Oué, il y a Sabrina Massima qui est journaliste à la Belle Télévision et qui sera dans la première partie de cette émission. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Laetitia, bonsoir mesdames, bonsoir chers téléspectateurs de la Belle Télévision. Voilà, elle est présentatrice de la matinale, donc elle aura tendance à vous ramener dans la matinale. Merci mesdames, merci d'avoir accepté l'invitation de la Belle Télévision. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. On va commencer par le thème retenu par le monde, par l'ONU. L'heure est venue. Les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. Quels pays en Afrique ont enregistré un nombre important d'activistes, autant urbaines que rurales aujourd'hui, pour prétendre entrer justement dans la transformation des femmes? Première lecture du thème retenu par l'ONU en ce 8 mars. La parole est donnée à qui veut la prendre. Exactement. Oui, et je m'offre cet honneur de la prendre pour en parler toute aise. Effectivement, le thème choisi par l'ONU, moi je veux dire la thématique onusienne d'entrée de jeu, et c'est la vue du Salon de la Femme, est un diktat imposé au monde entier. Lorsque nous lisons ce thème, qui nous rappelle que l'heure est venue, les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. Avant même d'avancer sur l'explication de cette assertion que nous avons voulu mettre en avant pour parler du diktat, il est important et pas inutile de rappeler le contexte de la présente rencontre, d'une part,
et revenir sur l'assertion de l'ONU. De l'ONU. S'agissant donc de la journée du 8 mars, disons que le 8 mars rappelle cette marche vers une égalité de droits entre les hommes et les femmes caractérisées par des luttes. La journée du 8 mars, par abus de langage, on parle de la journée internationale des femmes. C'est la journée internationale des droits des femmes, obtenus à travers les luttes différemment menées par des femmes. D'accord. Et donc, nous pensons que nous n'avons pas besoin d'être activistes au sens premier du terme pour asseoir cette transformation tant voulue sur l'égalité de droits entre les hommes et les femmes. Et nous estimons que nous pouvons quand même comprendre l'esprit des Onusiens lorsqu'ils ont retenu ces thèmes et ne pas retenir au sens premier l'expression d'activiste. Nous pensons, nous, au Gabon, qu'il s'agit des leaders. Nous sommes des femmes leaders dans ce pays, mais pas activistes. Cela dit, nous avons, en appréhendant la notion, pensé que c'est un appel qui est fait, parce que c'est une assertion qui est prise dans un contexte, dans un texte particulier. C'est un appel qui est fait aux femmes, une invitation qui est faite aux femmes pour pouvoir changer la mobilisation des femmes par le biais des actions sur le terrain afin de changer la vie des femmes. C'est donc l'avis du Salon de la femme. Et c'est un très bel avis que vous partagez forcément, mais à un degré certainement différent. Madame Courant. Oui, je partage cette conviction de dire que nous ne sommes pas activistes, mais nous sommes sur le terrain et pour faire valoir les droits des femmes. Et je pense que le terme activiste est quelquefois utilisé péjorativement, parce qu'il y a un mouvement de masse, la foule elle est folle, nous le savons. En fin de compte, il y a très peu de concret. Et justement, je pense que si vous dites, n'est-ce pas, que nous devons parler des droits des femmes, que les femmes doivent agir sur le terrain. Justement, en agissant sur le terrain, on ne parle plus de droits. Moi, je pense qu'on parlera de devoirs. Parce que si les femmes agissent en faisant leurs devoirs, les droits seront tout simplement, naturellement, à leur portée. Mais est-ce que les femmes africaines connaissent leurs droits? La question, elle est fondamentale. Est-ce qu'elles savent qu'elles ont des droits? Est-ce qu'elles jouissent parfaitement de ces droits-là? Est-ce que la femme africaine connaît ses droits? La femme africaine connaît ses droits, ça dépend de la situation, du cadre spatial dans lequel elle se trouve. Et il y a une culture différente suivant les localités, suivant les pays, suivant les familles. Et tout simplement, la femme qui est au village connaît ses droits, celle qui est dans le cadre urbain aussi. Et les droits et les devoirs ne sont pas comparables. Mais c'est pourquoi il ne faut pas uniformiser et demander à toutes les femmes d'agir de la même façon. Ça ne fonctionnera pas. Il faudrait que chacun, par rapport à sa tradition, à sa culture, n'est-ce pas, devienne positive. Et toujours, je reviens au devoir, n'est-ce pas? Parce que justement, malheureusement, dans la plupart des contrées, les femmes ne sont jamais émancipées. On parlera d'émancipation. Émancipée par rapport à ses devoirs, à ses droits, parce qu'elle est d'abord avec son père, après elle sera sûrement avec son époux, après sûrement les enfants, les garçons prendront le relais du papa quand il ne sera plus là, et ces enfants-là décident, n'est-ce pas, à la place du père pour la mère. Et c'est quelquefois aberrant et frustrant, n'est-ce pas? Je suis toujours indignée de voir que des garçons peuvent avoir droit à la parole plus que leur propre maman. Ça, c'est dans certaines contrées. Et c'est vrai que l'on assiste de plus en plus à des enfants très émancipés, hein. Il faut le dire comme ça. Madame Bott, quelle lecture faites-vous de ce thème retenu par l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui, en ce 8 mars, qui dit « L'heure est venue, les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes ».
Je partage l'avis de ces deux dames-là à propos du terme activiste. Effectivement, nous ne sommes pas activistes, mais nous essayons de mettre en place des process qui nous permettent de faire face à nos droits et devoirs. Donc, pour ma part, je dirais que, par exemple, chez nous, il y a beaucoup de femmes qui sont debout et qui travaillent pour le bien de leurs enfants d'abord et de leur famille, et ensuite pour le bien de la société. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler de ces droits des femmes, justement, puisque l'occasion nous est donnée en ce 8 mars de réfléchir. Est-ce qu'en Afrique, on fête, on célèbre la femme ou on célèbre les droits de la femme? Je crois que nous tous, nous avons une petite confusion là-dessus. Voilà. Nous Commençons par situer les choses dans leur contexte avant la suite. Voilà. Nous pensons que nous célébrons la femme. Et en fait, ce sont les droits de la femme. Ce n'est pas la femme, ce n'est pas la fête de la femme. D'accord. C'est la fête des droits autour de la femme. D'accord. Voilà. C'est plutôt une journée de réflexion. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, Sabrina Massima, c'est plutôt une journée de réflexion autour des droits de la femme. Je pense qu'elle, à ce niveau des choses, elle doit pouvoir s'arrêter le 8 mars pour dire qu'est-ce que j'ai acquis depuis le 8 mars dernier jusqu'à aujourd'hui. Chaque 8 mars, je crois que c'est ça. C'est une journée d'évaluation, Laetitia. Exactement. Parce que c'est une marche. Moi, je ne parlerai pas. Le mot combat, bataille est quand même assez mal placé. C'est une marche qui a été entamée depuis 1909 et qui continue aujourd'hui. Donc, chaque 8 mars, on s'arrête et on se dit qu'est-ce que nous avons déjà eu, qu'est-ce que nous avons déjà fait. Je voudrais rebondir tout à l'heure sur l'intervention de ma sœur tout à l'heure, lorsqu'elle disait que effectivement, ce sont des devoirs que nous devions observer et les droits suivront. Ce n'est pas un avis que je pourrais de facto, a priori, partager, parce que, en même temps, si je peux me permettre d'admettre que, effectivement, la démarche de l'ONU, d'accord, dans ce thème, imposé aux 196 pays membres, je ne sais pas combien de pays on est aujourd'hui, doit tenir compte de la pluralité des cultures, de la pluralité des pratiques, de l'accélération ou non des droits acquis par les femmes dans certains pays. Et la question certainement que tu rebondiras là-dessus, de la connaissance de ces droits, nous interpelle toutes pour dire oui, nous avons entamé une marche vers, à ce moment, qu'est-ce que nous avons comme droit? Est-ce que ces femmes, est-ce que toutes ces femmes-là, en zone rurale comme en zone urbaine, connaissent ces droits? Si oui, qu'est-ce qu'elles en font? C'est là le problème de l'évaluation. Surtout que les questions sont clairement identifiées. Tout à fait. Il y a le harcèlement sexuel, il y a les inégalités salariales, il y a des inégalités dans, on va dire quoi, à diplôme égal, travail, salaire différent. Il y a des problèmes qui sont clairement identifiés, que l'on soit au sud, à l'est, à l'ouest. On l'a vu avec les femmes tunisiennes, par exemple, qui se sont levées comme un seul homme pour dire ça suffit comme ça, fini les violences. Nous, on veut que ça change. Je vous vois sourire, ça veut dire qu'il y a forcément une réaction. Les problèmes sont clairement identifiés. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la femme soit toujours assise en se disant c'est pas grave, demain sera meilleur qu'aujourd'hui? Alors les femmes tunisiennes se sont levées toutes comme une seule femme. Voilà, comme une seule femme. Voilà. On a tendance... Ah oui, derrière une femme se cache un homme. Oui, je ne vais pas jusqu'à dire que la langue française est misogyne, mais il y a beaucoup de clichés qui nous remettent à notre place, alors que voilà, nous avons autant de droits que les autres du sexe opposé. Voilà, en ce qui concerne les expressions toutes faites, là. Bien. Et oui, on parle des femmes tunisiennes, mais comme je le dis, en Afrique, pour avoir connu quelques pays africains, nous n'avons pas les mêmes problèmes, nous les femmes. Vous êtes sénégalaise, oui. Alors, vous venez du Sénégal. Oui. Parlez-nous un peu de la femme sénégalaise. Alors, je parlerai de la femme sénégalaise. Je peux en parler aujourd'hui tranquillement parce que je vis au Gabon.
Et parce que quand on est en dehors du pays, on a un regard extérieur. Ce regard nous permet de relativiser et justement d'avoir aussi notre opinion concernant le pays dans lequel nous vivons. Moi, je vais commencer par la femme gabonaise. Je dis souvent à mes camarades, pour rire, mais je le pense sérieusement, que la femme gabonaise n'a pas besoin de journée. Je le dis, elle n'a pas besoin de journée parce qu'elle n'a que des droits. Et cette femme, c'est une femme qui est libre. C'est une femme qui n'est pas cantonnée au rôle de subalterne. Pourquoi? Je parle de la maternité. Une femme gabonaise, par exemple, peut avoir des enfants en dehors du mariage et ça n'entame en rien sa qualité d'individu, sa qualité de quelqu'un qui doit être respecté dans la société, sa qualité d'humaine à respecter. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Je prends que cet exemple-là, il y en a beaucoup d'autres. Et je dis que s'il y a quelqu'un qui a besoin de journée, c'est plutôt les hommes. Parce que les femmes, justement, oui, je le constate. Pourquoi? Après, parce que justement, les femmes, elles sont déjà respectées. Malheureusement, je dis malheureusement parce qu'il ne faut pas toujours penser que nous sommes parfaites. Et malheureusement, la plupart des jeunes gens, parce que les femmes d'un certain âge, c'est toujours différent avec elles, mais la plupart des jeunes gens prennent cette liberté que leur société traditionnelle leur offre, parce que c'est un cadeau. N'est-ce pas? C'est un don de cette tradition qui est extraordinaire, qui permet à la femme d'être autant libre que l'homme par rapport à la maternité, par rapport au fait d'avoir des enfants, n'est-ce pas? Et la plupart des jeunes gens, les jeunes filles, je veux dire, elles prennent cette liberté et la transforment malheureusement en anarchie. Voilà. Mais parce qu'elles ne connaissent pas la valeur de ce qu'elles ont, parce qu'elles n'ont pas pu comparer ce que vivent d'autres femmes venues, qui sont d'ailleurs, ailleurs au Sénégal, par exemple. Où la femme, n'est-ce pas, elle n'a pas cette liberté de concevoir, n'est-ce pas, avant le mariage. Le Sénégal, en l'occurrence, et beaucoup d'autres pays, d'ailleurs. C'est en rapport avec la tradition. Avec la tradition, la religion. La tradition d'abord. La tradition d'abord. La tradition, elle est forte. La religion, parce que justement, si on parle de religion, il y a plusieurs religions, je ne vais pas dire importées, mais il y a plusieurs religions venues d'ailleurs, n'est-ce pas, dans ce même pays, au Sénégal. Mais tout le monde réfléchit, quelle que soit la religion à laquelle ces femmes appartiennent, elles réfléchissent de la même façon. Ce qui veut dire que c'est le socle traditionnel qui sous-tend, n'est-ce pas, ces convictions-là. Et peut-être la religion est venue renforcer cette façon de penser, mais tout vient de la tradition qui est commune. C'est une question culturelle, plus culturelle qu'autre chose, parce que effectivement, pour avoir effleuré ce pays, j'ai constaté qu'il y avait vraiment un regard assez porté sur la culture, sur leur culture. Donc, peu importe la religion à laquelle on appartient, mais les pesanteurs culturelles font en sorte que les femmes restent attachées à cette culture plus qu'à autre chose. Et je voudrais, si vous me permettez, également rebondir sur ce qu'elle a dit. Ce n'est pas tout à fait faux. Sinon, j'allais dire que c'est vrai en ce qui concerne les femmes gabonaises. Et c'est pour ça que je disais que l'assertion de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, ne peut pas, en fait, être accueillie par tout le monde de la même façon. Parce qu'au niveau du Gabon, je puis affirmer que nous sommes quand même suffisamment avancés en termes de droits. Parce que si l'on s'en tient à l'aspect juridique des choses, on a le sentiment d'avoir assisté depuis un peu plus de 50 ans à une accélération de la citoyenneté dans ce pays. Et on va en parler, Madame Sidonie Fleur-Rouet, justement avec cet extrait que nous avons réalisé, avec votre concours bien évidemment, sur les droits acquis des femmes au Gabon depuis les années 60 à ce jour. Et c'est Madame Honorine Zebitege, qui est ancienne ministre de la Famille, qui nous entretient sur la question. Le Gabon était une colonie française, dont les lois qui ont d'abord marqué le Gabon, ce sont des lois françaises. Alors, dans cette période-là, il y a deux étapes. Il y a la période traditionnelle, c'est-à-dire le Gabon dans sa forme traditionnelle, et l'influence de la colonisation. Dans la période traditionnelle pure, comme vous avez l'habitude de le dire, même si je ne suis pas très d'accord, la femme avait son rôle d'épouse,
de mère, mais de conseillère, mais plus concentrée dans son rôle d'épouse, de mère, de procréatrice, de gardienne de la famille, etc. Donc, lorsque le colonisateur arrive, il amène ses lois. Il d'abord dit que la femme est une citoyenne, ce qui ne passe pas très bien. Parce que pour la famille, la femme, c'est un objet précieux dont on doit hériter si jamais le mari meurt. Donc elle fait partie de l'héritage. Dire maintenant qu'elle est une citoyenne, ça passait bizarrement. Deuxième chose qui a marqué cette période, quand elle se marie, ce qui s'oppose à la période traditionnelle où elle n'avait rien à dire, on lui disait telle personne est ton mari. On pouvait la marier à 5 ans, à 6 ans et même dans le ventre. En disant si le ventre là produit une fille, elle sera l'épouse de tel. Maintenant le colonisateur vient dire pour qu'elle se marie, on a besoin de son consentement. Deuxième choc, ça c'est que l'histoire de consentement, mais c'est comme cela. Alors cette période va faire donc un bouleversement entre la tradition pure et la loi du colonisateur. Maintenant, sur le plan administratif, là je quitte le foyer, je rentre maintenant dans les bureaux. Le président, toujours le même président, il dit non, il va en Israël, il voit des bonnes choses là-bas, il dit il a vu des femmes militaires. Ah non, 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 moi j'amène ça chez moi. Il faut que les femmes rentrent dans l'armée. Il insiste et les femmes commencent à rentrer dans l'armée. Le même colonisateur, parce que tout n'est pas que mauvais, il dit que la femme doit aller à l'école. Et on découvre que la fille, tout comme le garçon, c'est un citoyen à part entière. C'est un agent de développement parce que dans la salle de classe, on voit comment elle s'active, elle a des bonnes notes, etc. Et tout, elle commence à prendre des diplômes, etc. Alors, c'est déjà une avancée et les premières commencent à rentrer dans l'administration. Lorsque les femmes vont à Beijing, on revient de Beijing et tout ce qu'on a appris là-bas, il prend cela à cœur. Le président Bongo, le défunt, pour dire non, la femme, elle mérite ce qu'elle doit mériter. On voit des femmes qui commencent à accéder aux fonctions de prise de décision. On commence à voir. C'est pourquoi vous avez le 17 avril, le jour où une femme est entrée pour la première fois au gouvernement. Alors lorsque la conférence nationale arrive et lorsqu'on ouvre les vannes, évidemment beaucoup d'associations se forment et l'association des femmes juristes pratiquement fait le marketing pour dire il faut aller à la conférence nationale. Vous savez, quand il s'agit des femmes, on raconte beaucoup de choses. Oui, ce sont des promotions canapé, elles ne méritent pas. Oh non, parce que c'est des belles femmes, etc. et tout. Mais elles se rendent compte qu'au fur et à mesure, les femmes dignes de ce nom, qui ont appris, qui sont sages, sont au gouvernement et partout. Et elles montrent leurs compétences. Parce que lorsqu'une femme veut bien faire, elle le fait bien. Et c'est cette phrase que l'on retient de Madame Honorine Dzebi-Tégué. Lorsqu'une femme veut bien faire, elle le fait bien. Lorsqu'elle dit qu'elle veut mal faire, elle le fait très mal. Elle est dans les deux extrêmes. Honorine Dzebi-Tégué, ancien ministre de la Famille, une combattante des droits de la femme. C'est la référence même au niveau du Gabon en termes de combat pour l'égalité des chances ou plutôt de l'exercice même des droits des femmes au niveau du Gabon. Cette femme-là n'est plus à présenter et elle vous côtoie, vous la côtoyez. Vous avez organisé récemment Madame Sidonie Flore Oué et on va rebondir justement sur cette intervention de Madame Honorine Dzebi-Tégué sur les droits acquis des femmes. Vous avez organisé jusqu'à un séminaire qui a réuni des femmes venues du reste de l'Afrique. On parle de la Côte d'Ivoire, on parle du Cameroun, on parle du Maroc, on parle du Congo. Les droits acquis de la femme gabonaise, que peut-on retenir justement au sortir de cette conférence débat? Effectivement, après analyse de tout ce qui a été dit lors de cette conférence qui a réuni autant de femmes venues d'ailleurs, notamment de l'Afrique,
il y a une des belles avancées textuelles en ce qui concerne les droits de la femme au Gabon et même en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Et là, j'étais encore plus admirative. Alors même que je me disais qu'au contact des autres pays comme le Ghana, comme le Bénin, comme le Togo et même le Sénégal, il y avait encore quelques aspects discriminatoires à l'endroit des femmes en ce qui concerne les textes. Mais j'ai découvert à l'occasion donc de cette rencontre qu'en Côte d'Ivoire, il y a quand même un plus par rapport à nous. Donc, ces avancées textuelles font référence donc au droit à l'éducation de la jeune fille, à la montée de la compétence des femmes dans les milieux décisionnels, à la représentation égale femmes-hommes au gouvernement, à l'hémicycle donc des instances de décision administrative, dans les conseils départementaux, etc., à la protection des femmes victimes des violences et du harcèlement sexuel, et j'en passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur cette question, le Gabon a légiféré. Et les femmes doivent maintenant exercer ces droits, mais encore qu'il faudrait qu'elles les connaissent. C'est ça la bonne question. Sabrina Massima, on est avec vous. Depuis le début, malheureusement, on vous a un peu arraché la parole. Non, mais vous êtes là, le thème de l'ONU vous turlupine là depuis. Oui, je voulais revenir sur cette thématique parce que je n'étais pas du tout, pas du tout d'accord avec nos invités, parce que ce thème d'abord interpelle. Il y a comme une injonction où on dit il est l'heure, time is now, comme disent les Américains. Donc, et c'est surtout le mot activiste, je crois qu'il a un peu refroidi nos invités là-dessus. Je voulais tout simplement dire que ne voyez pas le côté péjoratif de ce mot. C'est surtout le fait active, c'est-à-dire qu'on se lève, il est temps qu'on fasse des choses, qu'on se lève, comme Laetitia, tu l'as souligné, en Tunisie, comme une seule femme. Donc c'est surtout une interpellation vis-à-vis des femmes, et surtout pour tout ce qui est des femmes rurales, parce qu'aujourd'hui, on sait tous que la femme urbaine, aujourd'hui, oui, on est tous là. Elle est beaucoup plus émancipée que la femme rurale. C'est un retour vers cette femme rurale qu'on a un peu laissée de côté. Et qui fait beaucoup de choses, notamment pour tout ce qui est émancipation, tout ce qui est évolution, tout ce qui est épanouissement de la femme, mais tout en retrait. Donc c'est un appel. L'heure est venue. Voilà. C'est vraiment une assertion. C'est très grave. C'est l'heure est venue. Rappel. Les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. À cette phrase, on aurait pu ajouter: mesdames, l'heure est venue pour les femmes rurales et urbaines de transformer la vie d'autres femmes. De se mettre ensemble, de s'unir surtout. D'accord, on peut se permettre. Très belle lecture. Mais si vous me permettez, Laetitia, je ne pourrais pas laisser passer cela. Je ne pourrais pas parce que, effectivement, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai participé à plusieurs ateliers ce matin, à plusieurs conférences. Il y a une controverse sur cette notion d'activisme. Oui, il y a une polémique autour de ce thème. Mais autour de le terme a une signification, ça a une définition. Vous savez que lorsqu'on est activiste, on va parfois jusqu'à braver la loi. Or, est-ce que c'est dans le contexte africain? Il faut contextualiser ce terme. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire pour nous qui avons tout eu au niveau du Gabon? Nous avons tout eu sans battre le bitume. Nous avons tout eu grâce à un lobbying fort des femmes qui étaient dans des postes stratégiques et même qui étaient des épouses des décideurs qui utilisaient en fait leur finesse, je parle du Gabon, leur savoir-faire pour avoir tous ces textes. Nous avons toute une batterie de textes qui protègent les femmes en termes de droits et qui, en fait, aujourd'hui au Gabon, peut sans hésiter parler de l'égalité en droit entre les hommes et les femmes. Moi, je l'affirme, et on peut citer des textes internationaux qui consacrent, ratifiés donc par notre pays, et des textes nationaux sur la question. Donc, je ne peux pas un seul instant, moi, subir le dictat pour dire l'heure est venue, mais en même temps, avec un peu de recul, je l'ai dit, nous pouvons interpréter ce terme pour dire c'est un appel, c'est une invitation. On peut en faire une lecture différente. C'est une invitation pour changer
les formes de mobilisation des femmes sur la question des droits des femmes. Mais en même temps, est-ce qu'au Gabon, on en a vraiment besoin? C'est la bonne question, mais si le Gabon n'en a pas besoin, d'autres pays en ont certainement besoin. Certainement. Et avant d'arriver à vous, pour que vous réagissiez sur cette question, nous allons regarder ce que les femmes en Tunisie ont fait pour arriver à faire voter une loi, laquelle loi définit le côté donc violence faite aux femmes, laquelle loi incrimine les différentes formes de violence exercées sur les femmes. On regarde cela et on revient sur ce plateau juste après. En Tunisie, les femmes soufflent le froid, car le pays reconnaît en plus des violences physiques, morales et sexuelles, celles relevant de l'exploitation économique. Le ciel semble donc s'éclaircir peu à peu sur la tête des Tunisiennes victimes de violences depuis le 1er février, date de l'entrée en vigueur justement de la nouvelle loi sur les violences faites aux femmes adoptée en juillet 2017. Le texte élargit la définition de la violence. Il condamne le harcèlement sexuel, l'emploi d'enfants comme employés domestiques et prévoit des amendes pour les employeurs qui paient moins les femmes que les hommes à travail égal. Le texte prévoit également la création de foyers pour les femmes victimes de violences, mais ne prévoit aucun mécanisme pour leur financement. Un grand pas pour les associations féminines tout de même, qui sont convaincues que cette avancée peut changer des vies. Selon l'association tunisienne des femmes démocrates, l'adoption de cette nouvelle législation est l'aboutissement de 25 ans de lutte pour le droit à la parole, lutte contre les inégalités, lutte contre le silence coupable de la société tunisienne sur les violences subies par des centaines, voire des milliers de femmes. Précisons que la Tunisie était déjà considérée comme pionnière en Afrique du Nord et au Moyen-Orient en matière de droits des femmes depuis l'adoption en 1956 du Code du statut personnel qui a aboli polygamie et répudiation. Malgré cela, une Tunisienne sur 2 a été victime de violences ces dernières années selon les chiffres officiels. Il reste donc, selon l'Union nationale de la femme tunisienne, à faire connaître cette loi sur l'ensemble du territoire et en dehors et espérer que son entrée en vigueur le 1er février rende à la femme ses droits les plus absolus et lui permette de dénoncer tous les abus. Dénoncer les abus pour vivre dans un monde meilleur, c'est le combat des femmes tunisiennes pendant des décennies. Elles ont finalement réussi à faire plier les chines du côté des autorités qui sont parvenues à mettre en place une loi laquelle a été effective et entrée en vigueur depuis le 1er février. Désormais, toute forme de violence est punie par la loi tunisienne et c'est un pas parce que ces femmes se sont battues. Au Maroc, les autorités ont légiféré. Au Gabon, il n'y a pas ce type de choses. Vous avez parlé d'égalité. On va parler aussi de la femme rurale, de la femme entrepreneur, de la femme qui s'exerce dans l'entrepreneuriat, qui verse dans l'entrepreneuriat, qui rencontre forcément des difficultés. Madame Bott, vous êtes avec nous. Vous êtes l'invitée de Sabrina Massima. Dites-nous un peu comment ça se passe à votre niveau. Bon, je dois dire que je suis peut-être femme rurale, comme ça, par passion en fait. J'ai commencé par être une employée chez Comilog. Je suis arrivée jusqu'à prendre ma retraite. Bon, je n'ai pas vu que j'avais été brimée quelque part. Mon parcours professionnel s'est bien passé jusqu'à ce que je prenne la retraite. Et quand j'ai pris la retraite, je me suis dit, bon, j'ai du temps. Mes enfants sont grands, sont vieux, disons, donc je peux passer à autre chose. Donc j'ai commencé à faire donc, mes petites conserves, mais pour moi, puisque mes premiers clients, c'était dans ma famille. J'ai commencé par eux pour pouvoir faire enfin, pour mettre en place ma passion. Et puis de fil en aiguille, les choses se sont arrangées, les gens ont apprécié. Et et à chaque fois, j'ai commencé à découvrir qu'il y avait des organismes qui pouvaient aider à faire épanouir mon activité. Donc effectivement, je crois qu'au Gabon, on est assez libre. On n'a pas, enfin, il n'y a pas de situation répressive, comme on a parlé tout à l'heure au Sénégal. L'émancipation se fait très bien. Moi, j'ai des enfants qui sont très bien placés, qui n'ont pas de, comment dire, d'entrave dans leur travail. Voilà.
Oui, on en vient. On est avec Madame Bott, elle s'est suffisamment présentée. Donc, on avait préparé... Madame Courant avait besoin c'est par rapport de réagir. Réagir par rapport à la situation des femmes en général, suivant les régions dans lesquelles elles se trouvent, que c'est très différent suivant les latitudes. Et quand je parlais du Sénégal, je ne parlais pas de situation répressive. Hein. Non, pas du tout. Okay, c'est parce que je disais que c'est une culture différente. Une façon d'appréhender et d'aborder sa situation de femme, c'est différent tout simplement. Et je dis pas, je ne mets pas de jugement de valeur pour dire qu'une culture est supérieure à une autre. C'est tout simplement différent. Voilà pourquoi serait malvenu de penser qu'il faudrait uniformiser et donner un texte à tout le monde, que tout le monde applique le même texte, puisque nous n'avons pas... Les cultures, tout voilà, est différent. justement, Il y a une pesanteur culturelle, il y a la religion, il y a le poids de beaucoup de choses en Afrique qui font qu'il y a des disparités. Voilà, par exemple, si je parle du Sénégal, c'est une situation, je ne dirais pas ambiguë, mais une situation plurielle. Les femmes, elles sont libres, n'est-ce pas, et dans la tradition qui leur demande d'accepter certaines règles, n'est-ce pas, culturelles. C'est la liberté en même temps. Elles ont le choix. Il y en a qui choisissent, il y en a qui ne choisissent pas et qui décident d'être avec leur famille, d'être dans la tradition, de faire... Et puis c'est une situation confortable. C'est une solution moi, je pense que c'est une solution de survie que d'être en harmonie avec sa tradition, en harmonie avec sa culture. D'accord. Je ne dis pas que c'est pas bien. Un peuple sans culture est un peuple justement. qui s'ignore. Et j'apprécie fortement cette façon d'être en symbiose avec les valeurs culturelles. Si je disais qu'elles sont différentes des Gabonaises, c'est par rapport... J'ai donné l'exemple de la maternité. Je pourrais donner d'autres exemples. Mais c'est suivant la culture. Mais je me dis, c'est par rapport à cette culture que je dis que les Gabonaises ont une chance qu'elles ne saisissent pas encore. D'accord. Voilà. Sabrina Massima, justement, Madame Bott a saisi sa chance au bon moment. Elle a créé ce qu'il fallait. Mais vous êtes partie de quoi? C'est juste venu pour réussir à mettre en place cette chaîne de conserves que vous vendez aujourd'hui, ces conserves qui se vendent bien. En fait... En général, tout part d'une idée, d'un petit projet qu'on avait... pendant que je travaillais, puisque j'étais à Mwanda, j'ai commencé par observer des jeunes gens qui venaient pour leur premier emploi et qui avaient du mal à se restaurer convenablement. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas créer une structure de ce genre? Donc, ça, c'était l'idée à ce moment-là parce que je travaillais. Ensuite, quand je prends donc ma retraite, j'habite une ferme. Donc j'ai commencé par voir les fruits qui se gaspillaient, on a aussi des champs piscicoles. Donc tout ça là, ça me révoltait parce que assise dans la cuisine, j'entendais les pof, pof, pof des fruits et il y avait des quantités qu'on était obligés de donner aux animaux pour pouvoir en récolter un peu. Et c'est ainsi que j'ai commencé à faire certaines conserves. Que j'ai mis à l'appréciation de la famille. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, de fil en aiguille, on est arrivé à... Donc, en fait, j'ai été passionnée parce que d'abord, le fait d'avoir la ferme, il faut déjà partir d'une passion parce que nous sommes tous des gens qui travaillons. Donc, ce n'était pas quelque chose qui pouvait venir comme ça. Alors justement, Madame Bott, on va essayer de vous questionner un tout petit peu ce soir. Alors notamment, je voulais vous savoir, près de 70% de nos femmes rurales aujourd'hui sont absentes du secteur agri-business, on peut dire ça comme ça, bien qu'elles soient de plus en plus dans tout ce qui est agriculture, notamment dans nos villages et dans nos zones un peu reculées. Mais il y a quand même une absence qu'on remarque, elles sont pas... Bon, vous, aujourd'hui, vous êtes dans le business, mais il y a quand même certaines qui sont un peu encore en retrait. C'est du business. Oui, c'est du business, Madame. Bon, en fait, je pense que... je ne sais pas s'il faut l'appeler handicap. Les femmes rurales ne sont pas scolarisées. Elles n'ont pas accès à l'information comme celles qui sont en ville. Moi, je peux prendre Internet et puis je vais aller chercher, par exemple, le mot agribusiness. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ou je peux aller sur Internet et puis voir comment je peux cultiver la tomate.
et la cultiver de manière industrielle en tenant compte des pesticides et compagnie. Mais la femme rurale n'a pas cet accès à l'information, elle n'a pas l'accès à l'éducation. Que faut-il faire pour qu'elle ait accès, le salon de la femme? Vous, en tant que... que faut-il faire pour que cette femme ait accès, qu'elle soit au même niveau d'information que la femme urbaine? Je voudrais d'abord réagir en félicitant Madame Bott que je découvre, dont j'ai entendu parler. D'accord. Donc, toutes nos félicitations hein, et bonne continuation. Merci. Il y a un véritable problème hein, pour revenir à ce leadership, parce qu'elle n'est pas seule dans ce qu'elle fait. C'est sûr qu'elle a autour d'elle les gens qui lui prêtent main forte. D'accord. Donc, d'une simple idée, elle a réussi à faire quelque chose, à mettre en place une entreprise, disons-le. Tout à fait. Alors, donc, pour revenir aux droits de la femme au niveau du Gabon, de cette femme mineure civile qui ne pouvait rien faire parce qu'il fallait l'autorisation de son époux pour exercer une profession, notamment une profession libérale, un commerce, il fallait l'autorisation de l'époux. Aujourd'hui, les textes gabonais donnent la possibilité aux femmes d'exercer la profession de leur choix. De leur choix, sauf si cette profession-là pose un problème à l'harmonie de la famille. Et puis, il y a que la difficulté que peuvent rencontrer les femmes rurales et même celles qui sont ici, hein, qui font des activités rurales, parce qu'elles vont à Yémé, elles vont à comment on appelle, en Coltan, à la Rimboué, où on cultive de la banane. C'est cette banane qui nourrit presque Libreville. C'est qu'elles ne sont pas accompagnées par des experts. C'est une chaîne. Il y a la volonté de travailler, il y a ceux qui conçoivent le projet, il y a ceux qui mettent la main à la pâte, et puis il y a une chaîne de production, il y a celles qui vendent. Donc si ces femmes-là étaient accompagnées, ce sont des actions que l'on attend, qui peuvent être posées par d'autres femmes pour se constituer en chaîne de production, entre celles qui pensent, celles qui travaillent et celles qui vont écouler le produit. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Madame Oué. Nous restons avec vous. Madame Bott, malheureusement, nous allons vous remercier, hein, vous, pour le temps que vous nous avez accordé. On va conclure avec notre première invitée, parce que c'est notre première invitée. Il y en a encore derrière. Allez-y. Une autre question ou encore, oui, une dernière question pour lui permettre de conclure. Oui, c'était celle de savoir notamment sur les femmes qui sont encore malheureusement confrontées à des difficultés pour arriver justement à l'échelon que Madame Oué avait signifié. Alors quelles sont finalement ces difficultés, ces obstacles qu'elles rencontrent au quotidien? Quels sont vos obstacles que vous avez rencontrés notamment dans déjà, elles ont une première difficulté, c'est de trouver des banques pour les aider à mettre en place leur production. Elles ont un problème, c'est par exemple les femmes de la Rimboué, c'est seulement maintenant qu'elles ont pu avoir une route pour pouvoir évacuer leur production. Donc l'idéal serait de se mettre ensemble pour pouvoir créer des coopératives, ce qui se fait déjà quand même, hein, parce qu'il y a déjà pas mal d'associations et de coopératives dans ce sens-là. Donc, et il faudrait qu'il y ait de la formation, parce que pour devenir agribusiness, il faut pouvoir lire une notice, il faut pouvoir avoir comment on appelle ça, des appareils, parce que c'est pas en travaillant seulement de nos mains que nous pouvons devenir agribusiness. Il nous faut du matériel en fait. D'accord. Voilà. Et vous, quel est le secret de Madame Bott pour être partie de rien jusqu'au sommet? Quel est le vôtre? Non, sommet quand même, à votre niveau, vous êtes l'une des femmes qui avait su mettre en place la chaîne qui vous a permis d'imposer votre marque aujourd'hui. Quel est votre secret? Et on va vous dire au revoir sur cette très belle chose. Mon secret, en fait, la première chose, c'est que pour en arriver là, il faut être gourmande. Gourmande? Oui. Soyez gourmande, mesdames. Voilà. Il faut être gourmande, ça vous amène à créer et à rechercher des saveurs. D'accord. Le deuxième secret, je dirais, c'est ma famille. L'encouragement. Voilà.
Donc ma famille a été présente, hein, que ce soit dans l'exploitation. C'est un aspect très important. Oui, dans l'exploitation des produits de la ferme, parce que c'est là où j'ai pris mon premier capital. C'est dans les produits de la ferme. Donc ils m'ont encouragé, les enfants m'ont encouragé, j'ai utilisé leur carnet d'adresse, j'ai utilisé leur temps pour en arriver là. Et jusqu'à présent, je continue à le faire. Merci Madame Bott d'avoir Madame été Bott. avec nous. Hein. Très heureuse. J'espère que les présentations sont faites. Allez, Madame Oué, Madame Courant, Madame Bott, c'est fait. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve très prochainement sur notre antenne. Pour vous raccompagner, nous allons vous offrir cette très belle chanson de l'artiste gospel gabonaise. Elle sensibilise au travers de sa chanson. Et aujourd'hui, le titre que nous avons choisi de vous offrir, c'est Femme. Merci de nous avoir accompagnés durant cette émission. Ok, merci. Piquet Presse. Voilà. Bah justement, je voulais vous poser la question à Madame Bibali de nous parler un peu de AFAP et notamment de ce concept que vous avez mis en place, Superwoman. L'édition 2018 vient de s'achever. Alors, parlez-nous un peu. Alors oui, donc dans la représentation donc de la FAP au Gabon, nous avons initié, donc c'était en 2015, un événement qui est en fait une plateforme de networking 100% féminin, donc qui permet justement aux femmes d'être connectées, de pouvoir se rencontrer, créer du réseau, parce qu'aujourd'hui le réseau est quelque chose de très important, surtout dans l'entrepreneuriat. Donc nous avons mis en place ces rencontres-là qui sont entre 1 à 2 dans l'année, pendant lesquelles justement les femmes font véritablement du networking, elles échangent, partagent leur carte de visite, elles se créent du réseau pour pouvoir avoir des clients ou des choses comme ça. Bah, voilà. Très bien. Alors que signifie la journée du 8 mars pour vous, Madame Bibali? Alors, moi, je la vois plutôt comme on va dire un point d'étape. C'est-à-dire qu'on essaye de faire un point, on fait un stop, dans ce qu'on peut considérer comme une lutte, parce que c'est un tout petit peu une lutte quand même. Ce ne sont pas des choses qui sont acquises et qu'on essaye de continuer à améliorer au niveau du droit des femmes. Et donc du coup, je me dis que le 8 mars, c'est cette journée-là où on fait le point. On se dit qu'est-ce qui a été fait avant, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer qu'il y a eu des avancées et qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir améliorer la notion des droits des femmes. Madame Bibali, moi je suis bien d'accord avec tout ce que vous dites, mais il y a on va dire un petit soulèvement autour du thème retenu par l'ONU cette année. Les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. L'heure est venue, c'est le début de la phrase, les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. Quelle est votre lecture de ce thème ? Alors je dirais que c'est peut-être une manière de nous dire aussi que nous devons repartir un peu vers ce côté retour à la terre peut-être, justement, de la femme, parce qu'on a tendance à se focaliser sur la femme qui est déjà urbaine. Même nous, quand on observe un peu ce qu'on fait, c'est souvent des femmes qui sont déjà quand même assez entre guillemets avancées, qui vivent en ville, qui ont déjà quand même pas mal de choses. Et on a tendance, malheureusement, à oublier celles qui sont soit dans l'arrière-pays, soit celles qui vivent effectivement dans des zones moins importantes que dans les grandes villes. Et c'est, je pense, à mon avis, que c'est peut-être une manière de nous dire que ces femmes qui sont justement dans l'arrière-pays, qui sont plus proches de la terre, ont aussi beaucoup de choses à nous apporter et qu'elles sont actrices du développement. Mais vous avez une plateforme qui réunit un certain nombre d'associations, vous parlez de leadership, vous parlez d'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez quand même un pan qui concerne ces femmes justement de l'arrière-pays, quand on sait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans l'arrière-pays qui n'ont pas forcément une visibilité? Tout à fait. À ce jour, on va dire que ce n'est pas encore le cas. Par contre, une des résolutions que nous avions prises lors de la conférence nationale du leadership féminin, c'était justement de faire cette caravane du leadership qui permettait justement d'aller à l'intérieur du pays, parce que je suis convaincue que c'est nous qui allons apprendre d'elles et pas l'inverse. Et qu'est-ce que le leadership pour vous? Justement, qu'est-ce que le leadership, l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que le leadership? Parce que c'est un terme, les femmes se disent « je suis leader », mais qu'est-ce qu'une femme leader? Qu'est-ce que le leadership? Alors honnêtement, ma définition du leadership, c'est une femme qui arrive comment dirais-je, qui a un équilibre justement entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. C'est une femme qui arrive à oser,
croire en elles, parce que la confiance en soi, je pense que est un des points importants en matière de leadership féminin. Donc je pense que c'est ça pour moi, c'est cette femme qui arrive à avoir confiance en elle et qui ose justement concrétiser ses ambitions. Qui porte les autres. Ouais, et qui porte aussi les autres, bien sûr. D'accord. On continue. Oui. Alors, Madame Ibali, qui est dans l'entrepreneuriat, quelle lecture de l'entrepreneuriat féminin au Gabon, en Afrique, faites-vous aujourd'hui? Alors, je dirais qu'il y a une évolution. Ça, il faut le dire. C'est vrai qu'au niveau des chiffres qu'on observe un peu, que ce soit en Afrique ou ailleurs, l'entrepreneuriat féminin reste encore malheureusement en dessous en termes de chiffres par rapport à l'entrepreneuriat dit masculin. Mais je pense qu'on a quand même un réveil, on a une dynamique qui s'installe un peu partout, particulièrement en Afrique, qui fait en sorte qu'il y a des beaux jours, je pense, pour l'entrepreneuriat féminin et que peut-être que les chiffres vont augmenter d'ici peu. D'accord, mais c'est très bien, c'est une très bonne chose. On peut vous la voler 2 secondes, parce que Madame Courant grouille de questionnements. Oui, moi j'ai envie de demander qu'est-ce qu'il faut être, qu'est-ce qu'il faut avoir pour devenir membre de votre association d'entrepreneurs au féminin. Alors, tout simplement être une femme. Et on n'est pas obligé d'être entrepreneur, déjà, ça c'est une chose qui est importante à dire. Ce ne sont pas que des entrepreneurs. On a des femmes qui sont des cadres, des femmes qui sont à la recherche d'emploi, des femmes au foyer. Donc on n'a pas forcément, on ne croit pas en fait que le leadership féminin, c'est uniquement la femme qui travaille, la femme qui est au devant de la scène. Non. On est convaincu que chacune, c'est pour ça qu'on a appelé l'association Femmes africaines et Pouvoir, c'est parce qu'on pense que chaque femme en elle a un potentiel, un pouvoir, et qu'elle peut justement, à travers un travail avec les formations que nous donnons dans le cadre de l'association, développer justement ses compétences. Madame Oué, justement... Oui, nous revenons à la formation, ce qui veut dire tout simplement que pour que les femmes, si les femmes doivent s'exprimer, il faut obligatoirement qu'elles soient formées, qu'elles soient instruites. Mais ces femmes rurales... Oui, les femmes rurales ne sont même pas obligées d'être instruites en français ou en anglais ou dans les langues européennes. Je pense qu'on peut leur donner des connaissances, n'est-ce pas? Parce que nos langues africaines aussi peuvent expliquer le monde, d'accord? Et nos langues africaines peuvent nous permettre d'accéder aux nouvelles technologies. Et je pense qu'on peut partir des langues traditionnelles africaines et donner à cette femme-là les connaissances qu'il faut à partir de leurs connaissances linguistiques. Pour l'instant, elles n'ont pas accès à cela. C'est-à-dire que la femme rurale, elle parle sa langue, elle ne comprendra pas forcément le Wolof, alors qu'elle est gabonaise et qu'elle parle le Pounou, par exemple. Oui, mais elle recevra les connaissances et sera instruite en Pounou. Elle les recevra de la part de qui? Venant de qui? Des femmes comme Madame Ebali, mais bien entendu d'autres femmes. Voilà. Et si vous me permettez, moi je pense que c'est une erreur que de se dire que les femmes rurales ne peuvent pas être des leaders. C'est une erreur, une grave erreur. Et j'ai bien fait de relever ce que venait de dire Madame Ebali, en insistant sur le fait que dans leur projection, elles entendent aller en zone rurale. Elles sont presque convaincues qu'elles n'apporteront pas grand-chose, mais qu'elles apprendront plus que ça. Moi, je vais prendre quelques exemples. Je n'ai pas eu cette grâce, parce que c'est une grâce que d'avoir grandi en zone rurale, mais il m'arrive d'aller sur les terres de mes parents, voir un tout petit peu comment les femmes sont organisées. Mais en termes de coopératives villageoises, c'est peut-être la technologie qui manque à ces femmes. Lorsque ces femmes s'organisent pour aller à la pêche, en groupe, il y a une qui décide et c'est elle qui mène tous les autres. C'est ça le leader, le courage de porter une cause et de la faire partager à un plus grand nombre. Aujourd'hui, vous partagez une cause précise, puisque vous leadez le Salon de la Femme. Le Salon de la Femme réunit aussi un certain nombre d'associations qui prônent quoi? Mais qui prône une chose, parce que de tous les droits que nous allons citer, que nous avons cités, que nous continuons à citer, de tous les constats que nous faisons sur les avancées textuelles que nous avons ici au Gabon, il se trouve que, et malheureusement, que les progrès
effectifs et significatifs de ces droits-là ne sont pas effectifs, ne sont pas exercés par les femmes parce qu'elles ne savent pas ce qu'il en est. Et donc, il y a un problème, il faut sortir du silence. Et sortir du silence, c'est vulgariser. Et c'est cela que s'offre et s'oblige le Salon de la femme. Nous, notre association consiste à déceler tous ces droits, à les vulgariser pour les rendre accessibles à toutes les femmes. Ensuite, assurer l'accompagnement nécessaire avec un parrainage technique et gratuit que nous offrons aux femmes. Voilà le Salon de la femme. On pourra venir à la Belle Télévision et on vous indiquera où c'est. Vous allez voir après, il y aura un numéro de téléphone derrière. On va malheureusement se séparer de vous. Vous parlez tellement bien, on a envie de rester avec vous tout le temps. Donnez-nous juste 3 points pour ces femmes-là qui veulent, comme vous, se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le leadership. On va clôturer avec elles. Vous remercier d'avoir été avec là parce qu'on va changer d'équipe. Sabrina Massima va nous quitter, mais elle va nous rappeler un certain nombre de préalables. Allez-y. Alors, je voudrais juste dire quelque chose pour rebondir sur ce que Madame Oué a dit. Et ça me rassure déjà parce que dans les activités qu'on prévoit justement pour l'année 2018 au niveau de la FAP, on a réfléchi ensemble et on s'est dit il est important que les femmes connaissent leurs droits. Malheureusement, on ne le connaît pas assez. Et justement, une des thématiques justement de ce plan d'action est la vulgarisation du droit. Donc je suis déjà contente parce que je sais que j'ai trouvé peut-être quelqu'un qui voilà va la personne qui vous apporter, que vous cherchez depuis, qui va vous parler des droits. On vient de connecter 2 associations qui luttent pour les droits de la femme. Vous luttez pour que la femme s'émancipe à travers vos actions. Elle lutte pour qu'elle connaisse leurs droits parce qu'il est mieux de savoir d'où l'on vient pour aller quelque part. Je pense que c'est cela. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Sabrina Massima d'avoir été avec nous. Mais je reviens. Oui. Vous allez revenir, le temps pour nous d'accueillir pour la suite de cette émission Mireille Nzoubou qui va venir avec son invité nous parler de culture parce que c'est la dame culture de cette émission. Mais avant que de la retrouver, nous allons respirer en musique avec une femme d'affaires. Elle chante la femme forte, la femme africaine forte. Elle c'est Marema, elle nous vient du Sénégal et c'est le titre Femme d'affaires que je vous propose. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Femme d'affaires, laïdon. Tok ci banque, compte xaalis, xencu xaalis. Suma sañoon, femme d'affaires, laïdon. Tok ci banque, compte xaalis, xencu xaalis. Alalu àdduna moom dafay jeex, moom dafay jeex. Femme d'affaires, laïdon. Femme d'affaires, laïdon. Kumake mamaila, hallelujah, dunia. The free femme du feu lay duggee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen ngir coono wàcc leen femme du feu lay duggee